Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Les tendances 2024 du marketing relationnel. Je me présente, Jean-Charles Moy, donc je suis le directeur marketing de Dialogue Insight et je suis joint aujourd'hui par mes collègues Alexandre Toin et Pascal Quay. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de regarder les questions, les poser lorsque vous avez des questions intéressantes, donc n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Puis je vous laisse entre de très bonnes mains pour une superbe présentation sur les tendances 2024 du marketing relationnel. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Hello, hey Alexandre, c'est un webinaire absolument qui est populaire. Je ne sais pas, j'ai pas calculé ça fait combien d'années consécutives qu'on fait ce webinaire-là, mais je pense que ça fait au moins 7, je pense. C'est notre petit rendez-vous annuel. Exact. Écoutez, dans le fond, comme Jean-Charles disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le panneau de droit, la section questions dans le panneau de droit. Bienvenue à vous. Alors, je me présente Pascal Guy, je suis la présidente de Dialogue Insight et Alexandre, mon collègue, qui est le vice-président aux opérations chez Dialogue Insight. Ça fait des années que moi et Alexandre, comme je disais, qu'on fait cette conférence-là, ça fait des années qu'on parle de personnalisation de marketing relationnel et qu'on va y aller. C'est Alexandre qui a le contrôle parce que, bon, on ne peut pas avoir tous les deux le contrôle. Donc, Alexandre, je vais te demander d'aller à la prochaine. Bien sûr! Au niveau de l'agenda, aujourd'hui, on va parler un peu de qui est Dialogue Insight. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous connaissaient déjà, donc on va pas s'y attarder trop longtemps, mais quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que c'est important. On va parler de ce que nous, on voit comme les défis et chantiers qui sont présentés par nos clients actuellement, avec lesquels on parle avec nos prospects, quels sont les éléments sur lesquels on sent que les gens travaillent actuellement et quels sont les éléments sur lesquels ils cherchent des réponses finalement, là, parce que c'est des défis pour eux. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Comme je disais, en tout premier lieu, qui est Dialogue Insight? En fait, Dialogue Insight, on a toujours eu la prétention de vouloir que les clients fassent du marketing personnalisé. Donc, on a une plateforme SaaS, tu peux passer à la suivante. On a une plateforme SaaS qui est adaptée aux campagnes omnicanal pour nos clients. On a au-dessus de 300 marques qui travaillent, près de 400, je pense, marques qui travaillent avec nous présentement. Ce que nous, on veut, c'est que les clients soient en mesure de créer des communications qui ont de l'impact. Pour nous, ce que ça veut dire c'est une communication qui va être pertinente pour les gens. C'est une communication qui va être pertinente pour l'entreprise aussi, qui va lui donner des revenus, qui va lui permettre d'augmenter la valeur de ses clients. Et notre plateforme, dans le fond, qu'on développe depuis 25 ans, je vais le dire après, là, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent le faire efficacement. C'est vraiment une plateforme qui va vraiment venir aider à la personnalisation et l'automatisation. Si tu vas à l'autre tout de suite, Alexandre, dans le fond, comme je disais, ça fait 25 ans qu'on travaille dans ce domaine-là. Je peux vous dire, en 99, quand on parlait d'email marketing, on n'était pas du tout où on est présentement. Je le dis souvent, là, on avait de la difficulté à avoir des listes d'adresses électroniques. On était contents. On n'avait même pas de nom-prénom. Au début, on avait juste des adresses électroniques. Maintenant, on est rendu plus loin. Donc, on a un bureau à Québec, un bureau à Montréal et à Toronto. Et on a développé aussi le marché de la France depuis 2018 où on s'est implanté et on a des collègues qui sont là aussi. Donc, cette année, c'est notre 25e anniversaire. Oui, Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste mentionner que c'était notre 25e anniversaire, c'est tout. C'est quand même une belle réalisation en marketing relationnel d'être là depuis 25 ans. C'est un peu la force de l'entreprise, c'est toute l'expertise qu'on a développée au travers de ces années-là. Exact. Souvent, ben, on a des centaines de marques. Je n'ai pas le nombre exact entre 300 et 400 marques qui nous utilisent. Ce que je trouve drôle, justement, je pense que c'est un de nos collègues en France qui nous disait cette semaine qu'il lisait des articles. Puis dans un article, c'était les gens utilisent le mot dialogue et insight pour parler de créer des dialogues, d'utiliser les insights. Je trouvais ça drôle parce qu'on a changé de nom en fait en 2013 pour utiliser le mot dialogue insight. Et maintenant, je pense qu'effectivement, quand on dit que les gens utilisent leur insight, c'est-à-dire les informations qu'ils captent pour vraiment créer un dialogue, c'était approprié. Et c'est un peu comme ça que j'avais choisi le nom aussi en 2013. J'avais participé à une conférence justement sur le marketing relationnel. C'était des conférenciers. C'était 3 conférences différentes, mais il y avait une conférence qui parlait du dialogue, puis l'autre conférence qui parlait du insight. Puis
finalement, coller les deux mots ensemble. Donc, vous voyez, quelques-uns de nos clients avec lesquels on travaille présentement, on est dans tous ici, c'est bon, un peu, vous avez du business to business, vous avez du retail, vous avez un peu de tout, pas vraiment de business to business en fait, mais on a autant des petits clients que des gros clients, donc on a quand même une offre là, qui est accessible pour les petits comme les gros. C'est à peu près ça. Donc, si on y... Oui? Oui, et la grosseur de l'entreprise, plus que ça, on s'adresse vraiment aux gens qui veulent aller plus loin en termes de maturité en personnalisation. C'est vraiment le point à retenir là-dessus. C'est si vous avez des défis, vous dites, j'aimerais ça grimper une marche au niveau de ma maturité, j'ai des idées, mais je ne sais pas comment. Mais dans ce cas-là, je dirais qu'on est probablement la meilleure équipe et la meilleure plateforme pour ça. Tout à fait. Au niveau, dans le fond, moi, ce que je veux voir avec vous, là, je pense qu'on a créé aussi des petits sondages, à moins que je me trompe, là, pour vous poser quelques questions. Ce que nous, on voit par rapport au chantier des équipes marketing, c'est que les équipes marketing, cette année, vont investir principalement sur, bon, j'en ai identifié 6 sur lesquels les gens m'ont dit qu'elle investir cette année. Donc, les gens veulent mieux connaître leur clientèle, agir au bon moment, donc être plus pertinent avec les clients. Ils veulent acquérir de nouveaux clients. Mes clients aussi parlent d'améliorer les résultats de leur campagne, que ce soit le taux de livraison, que ce soit le taux de conversion, être plus efficace. Je sais que, bon, je pense qu'Alexandre va en parler tantôt, il y a des coupures dans certaines entreprises de marketing où il y a beaucoup encore de changements ou de changements de rôle, des gens qui partent, des gens qui arrivent. Donc, d'être en mesure d'avoir une façon de travailler qui permet à quelqu'un rapidement d'entrer dans la loupe et de regrouper les solutions technologiques aussi. On l'entend quand même passablement, les gens qui ont 5-6 plateformes et qui veulent avoir une plateforme intégrée. Puis, un peu moins cette année parce que c'était plus en 2023, mais être conforme aux lois et règlements en vigueur. En fait, je pense que oui, en 2023, pour ceux qui sont au Canada ou au Québec, il y a eu la loi 25, mais il y a encore des éléments qui sont à être considérés, il y a encore des choses qui vont se passer cette année et il y a des choses qui se passent de façon régulière dans les autres pays. En France également, là, avec le RGPD, il y a des éléments là aussi. Donc, si on vous pose la question actuellement, Jean-Charles, tu peux peut-être dire, parce que j'ai aucune idée comment ça fonctionne au niveau de la question. Oui, dans le fond, on a une question qui a été mise dans le sondage, puis c'était la question: quels sont vos chantiers et défis pour 2024? Donc, je vais partir le sondage, puis je vais laisser les gens répondre à la question. Rapidement, pendant que les gens répondent, puis Jean-Charles, j'imagine que tu vois un peu la rapidité que les gens remplissent, là. Mais ouais. Dans le fond, à ce niveau-là, c'est vraiment basé sur, je dirais, toutes les conversations qu'on peut avoir de manière quotidienne dans l'entièreté de l'entreprise avec nos clients sur c'est quoi leurs défis, que ce soit avec nos recherches utilisateurs, avec le service à la clientèle, avec même les projets qu'on met, les rencontres stratégiques qu'on met en place. C'est vraiment ce qui ressort pour nous. Ben, évidemment, vous avez peut-être des défis un peu différemment. Allez-y, mentionnez-nous. Ça nous intéresse toujours parce que la grande différence pour nous, c'est surtout que ça va diriger un peu l'ensemble de notre développement. Par développement, je veux dire, oui, le développement informatique de plateforme, mais aussi le développement au niveau du conseil, au niveau de l'encadrement de nos clients, au niveau des projets qu'on veut mettre en place pour appuyer les clients. Donc, il y a un paquet de trucs que cela soutient par rapport à ça. Puis, ben, c'est pour ça que pour nous, c'est important de vous poser cette question-là. Mais outre ça, c'est aussi une bonne manière d'avoir le pouls du marché. Là. Exact. Ben, écoute, je trouve ça intéressant. Ça, c'est pas mal cristallisé. Excusez-moi, ça s'est pas mal cristallisé les résultats. Je vais les mettre à l'écran. Donc, on a la personnalisation à 28%, l'automatisation des processus à 38%, l'intelligence artificielle à 10%, le respect des nouvelles réglementations 20% et on a un 4% pour autres. Ah oui, OK. L'automatisation, un grand gagnant. Exact. On va en parler un petit peu plus. Exact, tout à fait. Dans le fond, on va aller tout de suite au niveau des tendances
finalement, je vais te laisser la parole, Alexandre, pour la première tendance. Oui, c'est sûr qu'au niveau des tendances, on essayait de faire un peu un flow, là, en bon français, qui va du plus grand jusqu'au plus détail. Fait qu'on va voir les différentes étapes. Mais peu importe comment qu'on l'approche, la donnée va vraiment être le centre, le cœur de toutes les tendances, de tous vos défis, de toutes les techniques, les projets que vous pouvez mettre en place. Mais tout part de la donnée. C'est sûr qu'on est en transformation au niveau de la donnée. Il y a la fin des third parties, des cookies tiers qui s'en vient. Ça fait 2 ans que l'échéance est repoussée à peu près à tous les trimestres par Google, mais là, il semble un peu assez précis pour dire qu'en fin Q3 de cette année, ça serait la vraie fin, principalement au niveau de Google Chrome. Ils ont déjà commencé des tests d'ailleurs avec la désactivation de 1%. Bon, ça paraît pas énorme, mais c'est vraiment juste pour valider la performance, valider les impacts par rapport à ça pour pouvoir aller ensuite aller un petit peu plus rapidement sur la masse. Puis effectivement, Safari et Firefox qui font la même chose. Fait que on dit que la donnée est au cœur d'eux, mais en même temps, la donnée est de moins en moins accessible au niveau des cookies tiers. Fait que c'est là que c'est un peu un contrebalan qu'il faut un peu s'adapter. Puis c'est là qu'on va aller plus avec des données qu'on appelle first party, des données de premier lieu. C'est des données que vous pouvez accumuler de manière directe sans passer nécessairement par un tiers ou par rapport à une masse comme un Google Analytics pourrait faire, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les données de premier contact? C'est souvent toutes les données CRM que vous pouvez avoir, l'historique des achats, les interactions qu'il y a eu avec votre service client, les informations globales, nom, prénom, on en parlait tantôt qu'il y a 25 ans, c'était pas disponible. Tout ça, évidemment, vous savez, là, il y en a de plus en plus, ces données-là. Mais au travers de ça, il y a aussi un paquet d'autres données qui deviennent de plus en plus importantes. Puis ma favorite dans tout ça, c'est vraiment les données comportementales. Les données comportementales sont de plus en plus comprises et utilisées par les gens en marketing. Donc, quelle page sur votre site web les contacts directs ont vu? Là, on ne parle pas d'avoir des statistiques globales comme Google Analytics si vous vous habituez, mais plus de savoir que, par exemple, Jean-Charles est allé voir cette page-là, il est resté tant de minutes à regarder la page de produit, etc. Donc, ça, c'est des données que vous pouvez utiliser pour mieux segmenter, pour mettre des déclencheurs, pour faire un paquet de trucs de personnalisation. Éventuellement, on va en parler. Mais c'est toutes des choses comme ça qui vont pouvoir, que vous allez pouvoir utiliser. Évidemment, ces données-là, il y en a beaucoup, potentiellement, et il faut savoir faire un peu du sens avec cette masse-là, dépendamment du type de marque que vous avez. C'est sûr qu'en B2B, souvent, il y a moins de masse de données précises qu'en B2C, par exemple, mais il y en a quand même beaucoup. C'est là qu'on le voit, l'intelligence artificielle va pouvoir vous appuyer là-dedans, mais grosso modo, on va beaucoup passer par des CDP. Donc, CDP, c'est un peu ce que nous, on fait chez Dialogue Insight. Juste rapidement, là, ça, c'est un peu notre intro. C'est un outil qui va vous permettre d'appuyer au niveau de la collecte de données. Donc, autant la collecte, l'unification par rapport à ça, puis le nettoyage. Pour avoir une base de données propre, unifiée, avoir le profil 360 finalement de votre clientèle, quand vous avez réussi à ramener toutes les données que vous avez, peu importe le système qu'elle provient, que ce soit un vieux fichier Excel qui traîne dans un tiroir ou des systèmes puissants que vous avez connectés, tout ça, il faut être capable de la rassembler puis de l'unifier. Puis une fois qu'on réussit à faire ça, à partir de là, on va pouvoir aller plus loin à ce niveau-là. On va pouvoir aller en personnalisation, en segmentation, en réflexion analytique aussi par rapport à ça. C'est toute la base de ça. C'est d'être capable de la centraliser. Puis une fois qu'elle est centralisée, d'être capable de tout simplement l'unifier, la clarifier, etc. pour y avoir. Donc, ici, Alexandre, on a déjà 2 questions. Oui, OK. Donc, je voulais, avant qu'on aille trop loin, puis que oui. On a 2 très bonnes questions. La première, c'est de Solange qui demande par rapport aux cookies, qu'en est-il pour Edge dans la désactivation des cookies?
Ouais, c'est une bonne question. Merci Solange. En fait, Edge est basé sur la même technologie que Chrome. Ils ont fait un changement là avec là, je veux pas rentrer dans trop le détail technique, mais grosso modo, ils suivent la parade là, à ce niveau-là. Ils font pas chambre à part. Donc, vous pouvez vous fier pas mal à ce que Google Chrome fait aussi. Ça reste que Edge a une moins grande part de marché. Avec l'avenue de ChatGPT, j'ai pas vu les derniers chiffres. Je voyais qu'il y avait une augmentation là, précise à ce niveau-là au niveau de l'utilisation de Edge, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est pas tant est-ce que je vais avoir la donnée de ce browser-là, c'est plutôt comment j'attaque ce défi-là, puis comment je vais chercher plus de first party à ce niveau-là. Je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut travailler. Mais pour Edge précisément, ils vont suivre la parade, ça va être à peu près dans les mêmes sortes. On va dire au courant de 2024, ça risque de pas mal se régler. Là. Parfait. Puis pour l'autre question de Catherine, pour faire ce suivi comportemental, avec la nouvelle loi 25, il faut capturer un consentement précis à cet effet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pratiquement une affirmation et la réponse c'est oui, définitivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement avec la montée, c'est un petit peu plus vite sur ma présentation. Je vais aller tout de suite à la prochaine slide, dans le fond, par rapport à ça. Mais oui, effectivement, le cadre légal reste important à ce niveau-là. Ce qui est important de comprendre, c'est globalement, là, depuis en 25 ans, on en a vu des choses. La loi est toujours un tout petit peu en retard par rapport aux tendances d'utilisation. Donc, la notion de consentement est globalement, souvent, les outils vont pouvoir l'offrir parce que ça vient d'un besoin à l'interne de nos clients, ça vient de l'ensemble du marché qui dit, ouais, mais là, attendez, il faut faire ça. Donc, la plupart des outils maintenant vont intégrer la notion de consentement dans le parcours parce que tu as absolument raison que le consentement est critique par rapport à ça. Mais une fois qu'il est acquis, puis là, il y a plein de tactiques, d'éléments qu'on peut mettre en place pour faciliter la prise en charge de ce consentement-là. Mais une fois qu'il est là, c'est là qu'on peut commencer à capter ces éléments-là par rapport à ça. Puis, il y a un paquet de situations précises et personnelles qui vont être attachées à comment vous le faites. Fait qu'à partir de là, c'est vraiment des... Il n'y a pas de one size fits all à ce niveau-là. Donc, oui, l'aspect légal, là, juste rapidement, critique, retenez-le. Il faut vraiment que ce soit pris en charge à ce niveau-là. Habituellement, les gens sont assez bien encadrés au niveau légal à ce niveau-là, mais il y a toujours moyen d'avoir l'expérience aussi par rapport à toute notre clientèle qu'on a là, par rapport à ça. Exact. Je rajoute peut-être un point sur cet élément-là, Alexandre, là, parce qu'il y en a des gens qui disent hey, j'envoie mes données à l'externe. Par exemple, Dialogue Insight a mes données, fait que c'est Dialogue Insight qui est responsable de la sécurité. La réponse, c'est non. Vous demeurez toujours responsable de la sécurité et de vous assurer que c'est en place. Donc, si jamais votre fournisseur a des problèmes ou a fait quelque chose, c'est quand même vous qui avez la sécurité, qui est en charge de la sécurité, qui devez communiquer, qui devez, dans le cas de la France, de la CNIL, ici au Canada, au Québec, c'est pas encore très bien. En tout cas, il y a quelques entités qui commencent à se créer. Là, je me souviens pas c'est quoi le nom de l'entité. Je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas dans ces dossiers-là quand on en a parlé. Mais grosso modo, dans le fond, c'est vous demeurez responsable. Donc, assurez-vous de travailler avec des fournisseurs pour qui la sécurité est importante. Puis on parle de loi, mais on parle, les normes ISO, SOC 2, nous, on a la certification, on a les 2 certifications. Ça vient pas réduire complètement les risques de perte de données, mais par contre, ça vient vous rassurer que l'entreprise prend à cœur la donnée et s'assure d'y travailler. On a parlé du comportemental. Moi, je vais plus aller au niveau de la donnée que vous pouvez accumuler au fur et à mesure. Parce qu'on l'a dit, bon, si on parle de comportemental, parce qu'effectivement, on parle des third parties, puis et puis en plus, on a l'obligation de demander le consentement, on doit essayer de trouver l'information via d'autres touchpoints. Donc, ici, on dit habituellement qu'un client, en moyenne, c'est 8 touchpoints pour faire une conversion. Ça dépend. Bon, si c'est un prospect, ça va être beaucoup plus long que si c'est seulement un client inactif parce que il va avoir déjà une relation avec vous. Mais ce qui est intéressant dans le first party data, c'est puis le zero party data, parce qu'on a aussi le zero party data, c'est de venir utiliser tous vos touchpoints, tous les éléments que vous avez en place pour venir récupérer de la donnée de vos utilisateurs. Donc, si vous perdez, par exemple,
vous perdez le droit de suivre les visites sur le site web, vous devez trouver d'autres moyens pour aller chercher la donnée. Par exemple, comme disait Alexandre, quel est le produit préféré, quels sont les intérêts d'une personne. Donc, votre site web, une landing page, une application mobile, ce sont tous des éléments. En fait, tous les touch points, là, on parle de tout, avec votre service client, avec votre chatbot, tous les touchpoints que vous avez sont importants pour venir chercher de la donnée, pour venir récupérer de la donnée. Notre campagne de bienvenue, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais par exemple, si vous avez des gens qui s'inscrivent à votre newsletter ou à vos promotions et que vous voulez garder quand même le formulaire simple parce que vous vous dites, je ne veux pas avoir un formulaire trop long, vous demandez de l'adresse électronique. Après ça, votre campagne de bienvenue pourrait contenir des éléments incitatifs qui vont permettre à la personne de venir donner ses intérêts. Je ne me souviens pas, Alexandre, on en présentait un il y a plusieurs années qui était un exemple de, dans la campagne de bienvenue, je pense que c'était de la musique. Le premier message qui était envoyé, c'est un message qui disait quel est votre type de musique préférée. Et lorsque la personne cliquait dessus, on vient mettre à jour son profil pour dire ah, ben cette personne-là est intéressée par cette musique-là. Donc, il y a quand même une opportunité d'aller chercher de l'information. Ce qui est important de savoir, je ne me souviens pas, dans le temps, c'était 60 50-60 des gens sont intéressés à vous donner de l'information si ça leur apporte quelque chose, un bénéfice pour eux. Donc, c'est important d'aller chercher la bonne information, puis une information qui va vraiment aider le client dans son interaction avec vous. Si tu vas à l'autre slide, dans le fond, j'ai mis quelques exemples que je trouvais intéressants de choses. L'élément qui est le plus important, puis je vais vous le montrer après, c'est que les programmes de loyauté, bien entendu, que ce soit ramasser des points bonus, que ce soit ramasser des dollars ou peu importe, c'est une façon parce que la personne vous donne un accord de récupérer l'ensemble des transactions que la personne fait. Donc, c'est vraiment la façon la plus populaire de le faire. Ici, dans le fond, j'ai quelques exemples. Celui en haut à gauche, c'est l'exemple de les affaires, le bulletin d'inscription d'abonnement pour les affaires. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un premier formulaire dans lequel on demande des informations pour être en mesure de segmenter, pas trop long avec des listes déroulantes. Donc, je trouve ça intéressant comme processus. Et après, en fait, vous avez, celui-là va venir donner également la fréquence parce que la personne peut s'inscrire à des bulletins quotidiens, à des bulletins hebdomadaires, des bulletins mensuels. Donc, on vient demander au client quelle est la fréquence avec laquelle tu veux que je communique avec toi. Et on vient aussi demander quels sont les champs d'intérêt. Même chose pour celui en haut à droite qui est le Harvard Business Review. Celui-là, dans le fond, c'est selon l'intérêt des gens, ils vont s'inscrire à une infolette. On s'entend, ça veut dire c'est deux entreprises qui ont des infolettes, qui ont des sujets, c'est des entreprises qui communiquent du sujet. Donc, c'est une des façons de le faire. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce que j'aimais dans l'exemple du Get 10% off your first order, en fait, celui-là, c'est qu'on va venir demander quel est le produit avant que la personne s'inscrive, avant que la personne fasse une action, on va venir demander quel est le produit sur lequel tu veux avoir un rabais. Donc, tout de suite, là, je viens chercher, OK, cette personne-là est intéressée par ce produit-là. Et le bonobo, en fait, celui-là, c'est un autre exemple dans lequel je viens demander quels sont les produits qui t'intéressent. Ce que je trouve le fun, puis le bonobo, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des cases à cocher. Là, c'est des cases à cocher, mais ça peut être des beaux formulaires. Ça va être quelque chose qui est beaucoup plus beau, puis on n'a pas besoin de juste mettre des termes. Ça peut être quelque chose qui est un peu plus fancy, un peu moins drabe que juste des cases à cocher. Ça pourrait être des images. Puis si tu vas à l'autre, dans le fond, je vais montrer l'exemple que je trouve super intéressant, qui est l'exemple d'Adidas. Adidas, en fait, ce qu'ils font, c'est que tu t'inscris pour la première fois, ils demandent que ton adresse électronique. Donc, ton taux de conversion est beaucoup plus élevé parce que c'est simple, c'est rapide, les gens vont s'inscrire. Une fois que tu es inscrit, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'offrent finalement de compléter ton profil et de gagner tout de suite 50 points. Il y a plusieurs intérêts. Oui, l'intérêt de gagner 50 points, mais l'intérêt aussi de venir dire à Adidas quels sont les produits qui m'intéressent. Donc, ici, la première question qu'ils me posent, c'est quel est mon nom, mon prénom. Et une fois que je l'ai donné, tout de suite, l'étape suivante, il commence déjà à personnaliser avec mon prénom quelle est ma date de fête. Et bien entendu, la date de fête serait utilisée dans le cadre d'une campagne, par exemple, de promotion si c'est la fête de quelqu'un. Et effectivement, j'ai reçu mon bulletin hier, c'est mon anniversaire
hier. Donc, c'est un peu pour ça que je suis allée revisiter parce que je me souvenais que le processus était très intéressant. Et ensuite de ça, on dit quels sont les produits pour lesquels vous magasinez. Vous savez, souvent, on dit êtes-vous un homme, êtes-vous une femme, êtes-vous. Il y a des façons différentes de poser la question qui vient quand même chercher l'information parce que même si je suis une femme, je peux magasiner pour mon mari, je peux magasiner pour moi, mon mari, mes enfants. Donc, je trouve que c'est une façon intéressante. Et ensuite de ça, on vient encore plus segmenter quels sont les sports ou les activités que tu fais. Donc, vous voyez, c'est en 5 étapes. Quand même, là où je rentre mon adresse électronique, puis après ça, j'ai 4 étapes qui vont me permettre par la suite d'avoir des communications qui sont personnalisées. Je pense que c'est vraiment l'élément important. Le formulaire est fantastique. Je pense qu'il est rapide, il est court, il est visuel. On a plein de choses. Mais après ça, si tu commences à recevoir des communications qui vont à l'inverse de l'information que tu as rentrée, là, on vient de briser la relation. Puis c'est un des éléments qui est super important au niveau de l'utilisation de la donnée. C'est quand on se commet dans l'utilisation, dans l'acquisition, on se commet. Il faut vraiment la réfléchir de manière macro à ce niveau-là pour que tous les touch points puissent l'utiliser. Exact. Puis moi, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, à quelque part, on aurait pu aller chercher probablement les informations sur pour qui la personne magasine, quels sont les sports préférés à l'aide d'un email, par exemple. Quelqu'un clique sur la case si on veut avoir juste un choix. J'ai hâte de voir parce que le RCS là, qui s'en vient théoriquement, je pense que c'est annoncé pour juin, le RCS, qui est un SMS enrichi qui va nous permettre de faire de l'interactivité. Je pense que ça va être un autre bel outil qui va pouvoir être utilisé d'ici la fin de l'année pour aller encore plus capter. C'est difficile avec le SMS, c'est un peu plus difficile, le web push, les mobile push. Pourquoi que les mobile push, il y a quand même des choses intéressantes à faire avec ça, mais je pense que le RCS va être encore une autre source qui va nous permettre d'aller chercher et d'inciter les clients à nous donner de l'information. Comme je disais, les gens sont intéressés à donner de l'information si ça leur donne de la valeur. Absolument. Une fois qu'on a cette donnée-là, tu peux aller à la prochaine slide. Une fois qu'on a cette donnée-là, l'idée, c'est de venir l'analyser. C'est l'autre tendance parce que c'est beau avoir de la donnée, mais si on a beaucoup, beaucoup de données, c'est difficile de l'utiliser. Donc, il y a différentes. Quand on parle d'analyser la donnée, présentement, il y a beaucoup de gens qui vont analyser actuellement, on va analyser la performance. Donc, on va demeurer dans le spectre de droite. Donc, c'est l'analyse débutant, je dirais, là, dans le fond, là, si on regarde l'échelle de maturité, c'est les gens vont dire, OK, quelles sont mes communications, quels sont mes résultats, mes taux de clic, mes taux d'ouverture, mais on va se centraliser que sur les canaux. Et c'est sûr que ce qu'on voit de plus en plus, c'est on va aller chercher le profil 360 qu'on a créé et on va analyser nos résultats par rapport à notre profil du 360. Comme nous, on a développé un outil qui s'appelle Dimension, que lorsque nos clients envoient leur communication, ils sont en mesure de dire, OK, mon email pour les hommes, j'ai tant % d'ouverture, tant % de clics, tant % de conversion pour les gens de la région X. Donc, les gens sont en mesure de segmenter les résultats pour être en mesure vraiment d'aller chercher un peu plus de détails sur l'information qui est donnée. Ça, on parle un peu plus de croissance. Et là, où on va arriver avec le AI et tout ça, c'est vraiment tout ça. Puis l'automatisation des processus, c'était un des éléments qui était discuté. Une fois qu'on comprend et qu'on a des outils en place pour intégrer la donnée client, puis on a des outils d'analyse, on peut automatiser ça puis déclencher des actions basées sur ces données d'analyse-là qu'on a récupérées. Donc, je pense que on va voir cette année, je pense, on voit depuis plusieurs années déjà, mais les analyses sont un peu plus poussées. On ne fait pas juste analyser le taux de clic, le taux d'ouverture, on veut vraiment analyser par rapport à nos segments de clientèle. On a reçu plusieurs bonnes questions. Continuez de les envoyer. On a une période de questions à la fin. On va avancer. Là. Je vois le temps défiler, donc on va laisser la présentation avancer. Puis si jamais on ne se rend pas à votre question, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on extrait les questions, puis on répond à toutes les questions qui ont été posées pendant le webinaire de façon écrite. Puis ça va être dans le courriel de suivi après qui va arriver dans votre boîte courriel avec le recording de la présentation. Donc, je viens de répondre à une question en faisant ça. Bien de coup, c'est bon. J'ai répondu. Good. Quand on parle de meilleure exploitation de données, comme je disais, dans le fond, on a un gros bassin de données, on a récupéré nos comportements, on a récupéré les profils des gens, on a récupéré c'est quoi leurs intérêts. Il faut venir essayer de prendre cette donnée-là et
la transformer, je dirais, en indicateur intelligent. Donc, transformer, par exemple, OK, cette personne-là, selon la donnée que j'ai de comportementale, la donnée transactionnelle, elle est où dans le cycle du client? Est-ce que c'est un client engagé? Est-ce que c'est un prospect? À quel endroit je peux le mettre? Donc, avec cette donnée-là, on peut facilement venir créer des indicateurs qui vont nous aider après ça à faire des communications, à dire je veux cibler mes personnes de façon automatique, bien entendu. Je veux cibler mes personnes qui sont non engagées. Bien, étant donné qu'on a la donnée transactionnelle, qu'on a les comportements, on est capable finalement de dire, bien, OK, je déclenche des campagnes. Le niveau de fidélité, est-ce que c'est un client platine? Or, jusqu'à quel point? La valeur du client, parce qu'en fait, étant donné qu'on a les transactions, on est capable d'identifier quelle est la valeur du client depuis le début, dans les 6 derniers mois, de déclencher aussi des actions là-dessus. Donc, on prend la donnée, dans les tendances vraiment qu'on voit depuis plusieurs années, on prend la donnée et on en crée des indicateurs pour pouvoir aider les gens finalement à le faire. Après ça, ce qu'on fait, basé là-dessus, on vient bien entendu créer des micro-segmentations, des affaires, des éléments qui sont encore plus spécifiques. Donc là, quand on parle des indicateurs intelligents, c'est plus des grands segments de clientèle qu'on va mettre dans les choses. Mais lorsqu'on parle de micro-segmentation, là, on va vraiment aller la personne spécifiquement, quels sont ses sujets d'intérêt, quels sont ses produits préférés, est-ce que cette personne-là spécifiquement, elle est prête à l'achat, est-ce qu'elle va faire un achat? Mais bien entendu, on garde l'analyse de ces données-là, on garde les indicateurs, puis on regarde ça avec les résultats qu'on a sur nos campagnes pour évaluer à savoir est-ce que mes résultats sont bons. On peut faire du AX split pour dire, ben écoute, je vais essayer de voir si j'envoie 2 communications, une pour mes clientèles puis une pour mes autres clients, voir les résultats. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais basé là-dessus, fait qu'on prend la donnée de nos résultats de campagne et on va venir la mixer avec les données qu'on a, soit des micro-segments ou soit des indicateurs intelligents. Il y a un exemple que j'aimais, que j'ai lu un livre il y a plusieurs années, puis je trouve que ça s'explique bien. J'ai les cheveux très longs, Alexandre a les cheveux très courts. Nécessairement, on ne va pas à la même fréquence chez le coiffeur. Donc, je trouve que le coiffeur est un bon exemple pour créer des indicateurs. C'est que si moi, j'ai les cheveux longs, même si tu m'envoies une promotion dans 30 jours pour aller me faire couper les cheveux, je n'irai pas me faire couper les cheveux. Je vais y aller dans 6 mois. Donc, tu n'as pas besoin de me donner des rabais parce que c'est dans 6 mois que je vais y aller. Si je n'y vais pas dans 6 mois, là, tu peux m'encourager puis m'envoyer un rabais pour que j'y aille parce que ça veut peut-être dire que je suis partie ailleurs. Mais sinon, tu m'envoies une promotion que je vais peut-être utiliser, mais qui ne viendra pas m'inciter à l'achat parce que j'aurais déjà fait l'achat. Je trouvais que c'est un bon exemple puis que c'est facile à comprendre, la coupe de cheveux. En tout cas, j'imagine, Alexandre, que tu y vas plus souvent que moi. Ça me fait penser qu'il faut que je prenne rendez-vous. Bon. Je vais regarder si j'ai pas un rabais. Alexandre, vas-y sur le sujet de l'automatisation. Oui, pour faire un petit pont, là, dans le fond, Pascal, toi, tu parlais beaucoup de l'analyse, comment faire du sens par rapport à l'ensemble de l'information qu'on a. Puis, dans le fond, tout ça peut se faire manuellement. Tout ça, on peut sortir ça, faire des beaux fichiers Excel, du croisement Excel. On sait que c'est tous notre passion, travailler dans Excel, faire des tables de pivot, analyser, et tout ça. On sait, on adore ça. Mais admettons qu'on n'a pas le temps. Puis qu'on a autre chose à faire. Puis, c'est là que l'automatisation vient. L'automatisation, il y a 2 manières d'y arriver. L'automatisation, là, ça part d'une action sur un déclencheur, donc une affaire très simple, jusqu'à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, jusqu'à un certain point, c'est une manière d'automatiser. C'est une manière d'automatiser de manière intelligente, mais basée sur l'ensemble du flux de données. Fait que c'est là que ça devient intéressant au niveau de l'automatisation. Première chose, là, juste un petit topo global, etc. Évidemment, l'automatisation, ça fait des années que ça existe. On en fait depuis à peu près aussi longtemps que moi, je travaille chez Dialogue Insight. Je n'étais pas là à la fondation, mais ça fait quand même très longtemps. La différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est le raffinement de cette automatisation. C'est jusqu'où on va par rapport à ça. Quand on regarde les statistiques de manière générale, je pense qu'on a quelque chose comme à 78% des marketeurs disent qu'ils utilisent l'automatisation. C'est quand même une bonne proportion. On se demande à quel point le 22% restant est débordé. Mais ça reste que au niveau du B2B, je voulais vraiment mettre l'emphase parce que c'est souvent, dans nos exemples, c'est naturel. Hein? On utilise les coiffeurs, on utilise le commerce de détail. Parce que c'est plus simple à expliquer, on le comprend tous. Mais en B2B, les situations sont toutes très différentes. Mais
ces outils-là sont souvent mis à mal, je veux dire, par rapport à ça. Quand on voit que 63%, là, 6 personnes sur 10, grosso modo, ou des marques utilisent, ben, c'est preuve qu'il y a encore de l'espace sur le développement de ça. Puis le sondage de tantôt prouve qu'il y a vraiment un besoin dans cette automatisation-là par rapport à ça. C'est là que ça devient, je pense, super intéressant par rapport à ça. Parce que quand on regarde au niveau des budgets marketing, moi, j'ai hâte d'avoir le téléphone de quelqu'un qui dit « Hey, moi, là, le budget, ce n'est pas un problème. Ah ouais donc, ça serait merveilleux. » Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on regarde les statistiques, actuellement, en 2024, les annonces qui ont été faites, c'est qu'il y aurait une diminution même des budgets marketing. Minime, là, on parle de 3% à peu près de manière Amérique du Nord. Qu'il y a des 10 d'augmentation de salaire, ça fait que... Ben, c'est ça. Ça veut dire automatiquement des coupures. Même si on serait à 0% d'augmentation juste stable, effectivement, ça veut dire des coupures parce que l'inflation fait que l'ensemble des campagnes que vous voulez mettre en place coûtent plus cher qu'avant. Avant ça, les coûts des équipes, des ressources, etc. vont en augmentation. Fait un 0%, ça reste une diminution. Alors, quand on parle de 3%, c'est une diminution. Fait que l'automatisation devient encore plus importante à ce niveau-là. Cette automatisation-là doit passer par vraiment une analyse de votre côté, à savoir c'est quoi les plus grands gains que je peux faire par rapport à ça pour aller chercher un maximum de revenus potentiels pour pouvoir augmenter mes budgets, pour pouvoir continuer à performer. Ce qu'on voit globalement, là, c'est sur le marché, quand les gens nous appellent, ils sont à évidemment différents niveaux de maturité. Quand on est vraiment, vraiment débutant, l'objectif, c'est vraiment juste de mettre les scénarios classiques qu'on connaît tous, là, panier abandonné, anniversaire, comme on a vu avec Adidas tantôt, la date d'anniversaire. Le onboarding client, le onboarding basé sur la prospection, donc quelqu'un qui rentre son courriel sur votre site web, etc., etc. Puis on va faire des trucs relativement simples, des trucs qui peuvent se faire en l'espace d'une journée là, pour être transparent et qui automatisent de manière rapide ces éléments-là. Après ça, les gens commencent à analyser et vouloir faire évoluer ces scénarios-là. Donc là, on va aller un petit peu plus loin par rapport à la performance de ces scénarios-là pour votre marque. Ça peut être ajouter des étapes pour allonger le processus. Ça peut être aller en multicanal pour avoir différents points de contact. On a parlé de touchpoint tantôt, pour complexifier un peu le scénario, mais dans une vue globalement d'un élément qui est, par exemple, l'onboarding client. Ça peut aller jusque-là. Et là, quand on a passé cette étape-là et qu'on est satisfait, la troisième étape, c'est là qu'on va vraiment se baser sur le cycle de vie de la personne pour aller chercher des éléments vraiment rattachés à la baisse d'utilisation. Comme on disait tantôt, si c'est une femme qui doit aller se faire couper les cheveux aux 6 mois et là, ça fait 7 mois, il y a peut-être quelque chose à faire, ou 6 mois plus 24 heures. C'est là qu'on va commencer à avoir des éléments basés sur selon le parcours de la personne. Le coiffeur, l'exemple va avoir ses limites par rapport à ça, là, mais si la personne va sur le site web du coiffeur, tous nos coiffeurs ont un site web avec du e-commerce intégré, là, mais si on se rend jusque-là, bien évidemment, le parcours, quel type qu'il va regarder, c'est quoi les produits qu'il veut. À partir de là, on peut construire des affaires vraiment basées sur où il est dans son cycle de vie. Exact. Alexandre, je veux juste faire un pouce là-dessus. Oui. On a un client actuellement qui a, je pense que c'est 37-38 marketing automatisés en place. Et il y a encore des plans. Puis dans les plans qu'on a vus récemment, c'est une trentaine de marketing auto. Donc, quand on parle d'automatiser basé sur la segmentation, et lui, c'est à toutes les étapes. Il va vraiment dire, bon, c'est un client chaud, un prospect chaud, un prospect froid, un client de tel type, de tel type. Donc, il y a quand même, ça veut dire qu'il a quand même, lui, été en mesure d'identifier 60 marketing automatisés basés sur le cycle des clients qu'il voulait mettre en place. Oui, il y a 2 angles d'attaque qu'on voit là-dessus. Ça, c'est un bel exemple, là, où est-ce qu'il y a vraiment plusieurs types par rapport à sa réalité. Puis l'autre voie, c'est plutôt des scénarios qui sont vraiment très longs. Donc, plus courts, moins de quantité, en fait, mais très, très longs dans le temps. Donc, on en a un, par exemple, qui fait du onboarding, et le onboarding dure 12 mois. Mais le 12 mois va varier. Il va y avoir plusieurs stop and go, là, qu'on dit, là, avec
est-ce qu'il a fait une transaction? OK, on va l'envoyer dans cet angle-là. S'il n'en a pas fait, on va l'envoyer dans cet angle-là. Puis la transaction, c'était-tu pour un produit VIP ou non? OK, dans ce cas-ci. Et là, ça fait un scénario, là, imaginez, c'est un arbre de Noël là, rendu là, mais ça nous permet vraiment de vraiment créer quelque chose qui est vraiment personnalisé à la personne. Mais c'est sûr que si les gens commencent avec ça, ils n'y arriveront pas. Là. Ça prend vraiment d'y aller morceau par morceau à ce niveau-là, selon l'étape où vous allez. Mais comme tu dis, Pascal, il y a toujours moyen d'aller plus loin à ce niveau-là. Donc, je m'en allais tout simplement te passer la balle, Pascal, pour parler d'optimisation des courriels dans les campagnes réussies. Dans l'optimisation des courriels, en fait, là, vous parliez tout à l'heure, on parlait d'automatisation des processus, on parlait il y a des belles opportunités pour automatiser des processus au niveau des courriels. J'en ai pas tellement abordé ici, là, mais il y a des contenus qui peuvent venir de l'extérieur, qui peuvent être importés, les messages peuvent se créer de façon automatique. Avec un client, on était parti de 8 versions à 250 versions d'un message avec la même équipe. Donc, avec justement du contenu qui était plus facilement éditable, qui était plus facilement mis en place. Donc, il y a une automatisation du contenu qui est un des éléments qui est possible. Ici, dans le fond, moi, je vais vous parler plus de l'optimisation des emails. Ce qu'on voit dans le fond, c'est qu'on voit de plus en plus au niveau des tendances un visuel minimaliste avec quand même beaucoup d'images. On voit de plus en plus de la rondeur, des images qui ne sont pas découpées en carré, mais qui vont avoir des formes un peu différentes. Je pense que les outils comme Canva et ces outils-là permettent de venir aider à faire un meilleur visuel plutôt qu'avoir une image juste carrée. Quelque chose de minimaliste avec beaucoup d'espace blanc. Bien entendu, il faut regarder au niveau du responsive et dark mode. C'est pas toujours évident parce que moi, je dis tout le temps, j'aurais voulu finalement créer des sites web au lieu du email parce qu'il faut que les emails s'affichent en responsive dans tous les logiciels Outlook. Bon, il y en a qui ont disparu avec le temps, Dieu merci, mais il y en avait dans le temps qui étaient impossibles. Outlook est le plus difficile à créer un message qui est joli parce que, par exemple, dans Outlook, on ne peut pas mettre un bouton rond. Il y a une façon, mais c'est beaucoup plus compliqué que de dire je mets juste un bouton. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans le fond, et on vient toujours au même, là. On vient toujours au même. Le email est l'outil le plus efficace au niveau du marketing relationnel. C'est 40 fois plus efficace que le Facebook, que le X, Twitter, pour rejoindre la clientèle. Donc, il faut continuer à l'optimiser. Il faut continuer à optimiser son design, faire des tests, avoir une expérience de marque continue. C'est le footer, que le footer représente votre marque qui contienne les informations, bien entendu, parce qu'il y a aussi des règlements par rapport à ce qui doit être là. Il y a des abonnements et tout ça. Une des choses que je dis souvent, c'est quand vous regardez votre message, regardez les contenus qui sont essentiels. J'avais dans le temps avec certains clients, ils mettaient des titres de section. Il y avait plusieurs sections dans l'infolette, puis ils mettaient un titre de section pour dire, bon, ça c'est un concours, ça c'est un contenu externe, ça. Les gens vont, oui, ça peut les aider, ça peut les diriger, mais il faut évaluer, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est nécessaire, parce que ça vient ajouter du bruit à chaque fois que vous avez ajouté du contenu. Ça vient vous mettre plus de temps aussi pour faire votre intégration parce que vous devez confirmer si les titres sont corrects. Donc, je sais que c'est pour certains clients, on avait fait des analyses dans le passé, puis on leur avait recommandé fortement de retirer finalement là, les noms de section parce que c'était pas, ça ne donnait pas de plus-value pour le client. Si je vous ai mis quelques exemples ici, il y a un outil que j'aime beaucoup qu'on utilise qui est mailcharts.com, principalement encore dans le retail. C'est vraiment, mais je regardais hier, il y a des exemples pour des associations, beaucoup américaines, mais des très grosses associations. C'est un outil qui permet d'aller évaluer, d'aller voir, d'aller un peu s'inspirer de ce qui se fait par les grandes compagnies, de ce qui se fait par les autres. Si vous voyez dans le fond, je vais sélectionner, c'est des messages qui sont effectivement très blancs. Là. Vous avez Starbucks, vous avez Yumi qui a des sacs très beaux sacs. Estée Lauder, vous avez Nike. Les trois, dans le fond, ont beaucoup de blanc, beaucoup d'espace, avec quand même des images assez punch en haut. On utilisait des fois le principe faut que ce soit dans le fold, il faut qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est. Dans le cas du email, les emails sont quand même lus passablement sur le mobile et on est très fort avec nos pouces pour scroller. Donc, de moins en moins, c'est nécessaire d'avoir. C'est pour ça qu'on voit aussi quand même un design où l'image principale est très punch et est très quand même grande. Mais mis à part le design, si tu veux aller à l'autre
l'autre écran, s'il te plaît, Alexandre. Mis à part le design, il y a autre chose au niveau de l'optimisation. Les pratiques de durabilité, on parle de ESG de plus en plus. Nous, je sais que lorsqu'on répond à des appels d'offres, ça nous est demandé qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, de réduire la quantité d'emails, d'envoyer des emails qui sont pertinents seulement, de réduire la grosseur de vos images pour que ça soit moins pesant, la grosseur de vos emails. De toute façon, si vos emails sont trop lourds, ils vont être coupés dans Gmail. Fait que déjà, Gmail vous oblige à rendre vos emails un peu plus courts, mais ça fait partie qu'on voit des tendances dans le marché. L'optimisation de la fréquence d'envoi aussi. Les gens vont commencer à vouloir dire, OK, combien d'emails je peux envoyer à mes clients? Est-ce que j'offre à mes clients de dire combien d'emails je peux leur transmettre? Il y a des outils là, qui s'appellent pression commerciale, comme on a dans notre plateforme, qui permet de définir ça. Je veux envoyer un seul message par jour. Donc, à ce moment-là, la personne reçoit le message qu'on aura décidé qui est le plus pertinent à ce moment-là. L'objet du message, même si on va voir plus tard, c'est pas nécessairement l'élément déclencheur, c'est plus la marque qui va faire que le courriel va être ouvert, mais quand même l'objet, si vous n'avez pas de relation avec les gens, puis que les gens ne connaissent pas vos contenus, c'est quand même un élément qui est important à optimiser. Vous en avez probablement déjà vu, là, il y a de plus en plus des sondages de satisfaction directement suite à l'expérience, participation à un événement. Il y a de plus en plus des boutons directement pour aller chercher le feedback des gens. Des éléments interactifs, on parle du AMP, c'est de plus en plus couvert par les technologies. Par contre, c'est très dispendieux à mettre en place parce qu'il faut tester. C'est plus long de créer des images, c'est plus long automatisé, bien entendu. Et on a vu en début d'année la livraison de courriel avec DMARC qui est important. Je pense que c'est dans les prochains jours où c'est passé. Là, je ne suis peut-être pas dans ce sujet-là non plus, mais si jamais vous voulez de l'information sur le DMARC, il y a eu un webinaire qui a été fait par Sophie, qui est notre spécialiste en délivrabilité, et vous avez des articles aussi qui sont faits sur notre site web à ce sujet. Si vous n'êtes pas encore là et que vous ne savez pas ce que c'est, puis que vous faites des envois d'emails puis que ce n'est pas traité, je vous invite vraiment à aller lire et voir le webinaire parce que c'est des choses que vous devez faire si vous voulez maximiser votre livraison. Sur ce, ton sujet préféré, Alexandre? La personnalisation. Mais juste avant là, dans le fond, je terminais là-dessus. Au niveau de DMARC et tout ça, souvent, on considère que le courriel est comme, ben oui, on envoie des communications, mais c'est vraiment quelque chose qui bouge énormément. Puis il y a de plus en plus d'efforts de la part des entreprises pour s'assurer que les communications soient pertinentes et tout ça, parce qu'ils s'envoient, là, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, là, mais plusieurs milliards de courriels par jour. Donc, s'assurer que ce soit les bons qui s'affichent. Donc, tout ça vient avec certains requis à ce niveau-là qui est important de mettre en place. Puis effectivement, nos articles sur notre blog sont une belle source pour commencer à creuser ces sujets-là. La personnalisation, on en a parlé légèrement, là, mais le premier point pour moi, c'est vraiment tout ce qui est l'omnicanal. Évidemment, quand on parle de communication, on a tendance souvent à parler du courriel, mais plus qu'on va en personnalisation, bien, la personnalisation, c'est entre autres de parler selon le canal que la personne désire. Donc, oui, ça peut être du courriel, mais ça peut être, comme on disait, le RCS qui s'en vient, là, ça va être quelque chose au courant de l'été, c'est Apple, on attend après Apple qui sortent leur technologie à ce niveau-là, mais quand ça va être fait, ça va être un gros game changer à ce niveau-là. Mais évidemment, les SMS, les mobile push, les web push, si vous avez une application, sont des choses qui sont super pertinentes en personnalisation, de s'assurer qu'on s'en va à le bon endroit. Puis, si on voit vraiment par rapport à ça, là, on parlait de maturité à plusieurs reprises, bien, c'est que la stratégie relationnelle, finalement, devient plus importante que la stratégie communicationnelle. C'est-à-dire que le contenu de votre communication, peu importe son canal, a moins d'importance que globalement votre objectif de cycle de vie du client par rapport à ça. C'est pour ça qu'on voit de moins en moins la newsletter mensuelle. C'est voici les résultats du dernier mois. C'est moins là, on va être plus justement par rapport au cycle de vie, envoyer la bonne information par rapport à ça, et non pas ce qui se vit globalement dans votre marque. Donc, il y a ce niveau-là qui devient de plus en plus important. Ensuite de ça, je vais juste faire un peu de pause là-dessus parce que toi, tu parles des canaux numériques, mais bien entendu, il y a les autres canaux aussi. Puis il y avait quelqu'un qui nous disait récemment
que le marketing direct, je pense que c'est Stéphanie qui est au marketing, qui disait, si je me souviens bien, qui disait que le marketing direct revient à la mode parce qu'il y a tellement peu de gens qui en font que les résultats montent par rapport au marketing direct. Et je voudrais dire aussi, c'est si vous avez des outils en place, je sais qu'on le fait avec certains clients pour des bornes interactives, là, mais si vous avez des outils, vous pouvez créer une expérience qui est vraiment seamless pour tout votre client par rapport à tout son parcours, même sur ce qui n'est pas des canaux nécessairement digitaux qui sont des canaux directs, pour que vous exportez finalement les offres promotionnelles que vous avez transmises directement pour que la personne puisse les voir ailleurs dans son parcours. Ouais, 100%, là, au niveau du marketing direct, là, les imprimés, tout ça. La différence qu'on avait par rapport à il y a plusieurs années, c'est que là, on ne fait pas du blast global. Justement, on se base sur les données pour envoyer le bon contenu. Fait que c'est là que ça change complètement la donne. Ça devient un canal comme tous les autres. 100%. Exact. Mais puis, dans le fond, ce qui est important là-dessus, c'est le focus, là, c'est la pertinence. La stat est importante, là, c'est quelque chose qui est sorti cette année, là, c'est 47% des ouvertures courriels seraient dues à une habitude des utilisateurs à savoir que le contenu va être pertinent, moins par rapport, par exemple, au fameux l'objet de message. L'objet de message, on le lit moins. Ce qu'on suit, c'est la marque et la pertinence de l'habitude qu'on a par rapport à cette marque-là. Donc, c'est là que ça devient super important que le contenu soit rattaché à toute l'information data qu'on a vue à ce niveau-là. Et c'est là que ça change complètement comment on approche les choses. C'est-à-dire que le contenu va devoir être personnalisé. Autant le contenu, mais aussi le contenant. Puis à ce niveau-là, j'ai dit toujours plus haut, toujours plus loin. C'est que dans le fond, la personnalisation, là, on en parle depuis 25 ans, si tu es Pascal. Ben, à ce niveau-là, c'est pas nouveau. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'on est de plus en plus raffiné. Les gens ont franchi des étapes l'année dernière, puis on dit, OK, cette année, comment je vais plus loin? C'est quoi mes stratégies pour aller plus loin? Et bâtir sur ce qui a été fait l'année d'avant pour en faire encore plus. Et ça va être la même chose l'année prochaine. Je suis à peu près sûr qu'aux tendances 2025, on va parler de personnalisation. On a eu pendant des années, on parlait d'hyper-personnalisation même. Mais à un moment donné, c'est beau rajouter des mots. Là. Ça reste de la personnalisation. Puis l'année prochaine, on va aller plus loin. Puis en 2030, on va aller plus loin. Mais l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible du one-on-one. C'est une communication qui s'adresse vraiment à moi. Fait que ça, pour ça, le contenu est vraiment important. Sauf que ça devient énormément de boulot. Fait qu'il y a des outils qui viennent appuyer là-dessus. Mais l'impact, c'est qu'il y a moins de contrôle potentiellement sur les petits détails visuels parce qu'on ce qu'on va construire, c'est plutôt des contenants précis dans lesquels le contenu va être construit là, avec de la donnée. Donc, à partir de là, il y a moins de contrôle à ce niveau-là. Fait que ça vient sur certains éléments plus précis. Puis, encore une fois, là, juste finir là-dessus, parce que je sais que le temps avance, mais quand les gens démarrent là-dessus, ce qu'ils font régulièrement là, pour commencer, c'est prendre leur segment X qui voulait faire une communication, puis le séparer en deux. Ça peut être homme-femme, par exemple, de manière très, très simple. Là, ben, on envoie dans ce cas-là, non pas une, mais deux communications à ces deux segments-là. Ensuite de ça, la fois suivante, une fois qu'on est habitué et tout ça, bien, le segment femme, lui aussi, on va le séparer en deux. Par exemple, achète régulièrement, achète pas régulièrement. Et là, on va envoyer des communications. Et là, on va commencer à encore séparer ça pour avoir cette fois-là 8. Et là, mais ça, c'est correct au départ. Ben, à un moment donné, ça devient beaucoup de temps et d'énergie. C'est là qu'on va se baser de plus en plus sur des règles d'affaires, sur de la donnée, sur des règles je l'ai là plus bas, là, le lien vers la matrice de personnalisation. On n'aura pas le temps de le regarder à ce niveau-là, mais on va aller sur des outils où est-ce qu'on va plus parler de notre stratégie. Puis ensuite de ça, on va essayer les outils, bâtir les communications, faire les décisions au niveau du segment, au niveau du canal, au niveau d'un paquet de trucs à ce niveau-là, basés sur du prédictif que nous, on va avoir établi ou sur de l'intelligence artificielle, tout simplement. Fait que c'est là qu'on vraiment on développe, on va toujours un petit peu plus loin à ce niveau-là. Donc, c'est un peu la présentation aujourd'hui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Par chance, Jean-Charles t'a dit qu'on pourrait répondre aux questions. Mais rapidement, quelles sont les meilleures questions que tu as reçues?
Oui, j'en ai reçu beaucoup. Je vais y aller en ordre Ouais. de questions que je trouvais qui étaient intéressantes à poser. Il y en a une de José qui demande, est-ce que l'email est toujours pertinent avec la clientèle Gen Z? Ouais. Pascal, tu veux-tu y aller ou tu veux que je le prenne? Au niveau des Gen Z, ou pas comment les appeler, ils vont beaucoup être dans les emails au niveau des emails, des confirmations. Ils vont beaucoup utiliser ça pour leur confirmation, leur relation avec les marques. Euh, Ça dépend de la marque aussi, là, ça dépend du contenu qui est donné, mais sincèrement, on pourrait faire une analyse, on pourrait regarder ça, mais j'ai l'impression que c'est encore un outil qui est utilisé, mais il faut peut-être qu'il soit un peu modifié pour qu'il soit moins drabe, qu'il soit plus adapté. Si on sent que c'est des générations Z, ben de dire, ben écoute, on va faire un contenu qui est moins, plus funny, qui est plus interactif, qui va amener à d'autres choses. Ce qu'on voit chez nos clients actuellement, c'est quand même, ils continuent à l'utiliser même avec les jeunes. Là, ils ont pas arrêté, puis ils n'ont pas, bien entendu, bon, ils sont plus sur les médias sociaux, mais encore là, c'est une clientèle qui est peut-être moins captive que peut-être les clients comme moi puis Alexandre qui sont là-dedans depuis des années. Ben, il y a deux aspects. Tu sais, ces gens-là, éventuellement, vont finir par avoir un travail professionnel, puis ils vont utiliser le courriel. Ça c'est à peu près vrai. Là. Je pense pas que je suis rendu à échanger des médias sociaux avec mon équipe pour pouvoir avancer. L'autre chose, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une remontée de création d'adresses email dans ce secteur-là, sauf que les gens vont sur l'adresse pour avoir le contenu des marques qui les intéressent, moins pour effectivement échanger avec leur réseau, ce que nous, on fait beaucoup, on mélange les deux, mais eux, ils savent quand ils vont là, ils s'attendent à une expérience commerciale, on va dire. Mais à ce niveau-là, il faut que cette expérience commerciale-là les touche et vont chercher la pertinence qu'ils désirent. Il y a toujours une tendance, il y a même une augmentation, mais effectivement, il faut avoir la stratégie globale. Là, on parlait d'omnicanal, il faut savoir tirer aussi dans plusieurs directions. Exact. Super, merci beaucoup. Une question d'André. Avec la disparition des cookies, comment pouvons-nous capturer et obtenir des données comportementales sur notre site? Ça prend des outils comme ceux de Dialogue Insight. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que rapidement, là, c'est un script qu'on met, un peu comme Google Analytics, sauf que celui-là va venir cumuler de la donnée rattachée au contact. Donc, la notion de consentement va pouvoir être rattachée, puis on va pouvoir capter de la même manière que le fait, sauf que ça va vraiment être attaché à ce que vous vivez. La force de Google Analytics, c'est le comparatif avec avec le reste de l'industrie. Quand on va avec des outils parcours, comme parcours, à ce cas-là, on va mesurer le parcours réel des individus. On va moins comparer avec le reste de l'industrie par rapport à ça. Mais il y a plein de techniques, documentation, Dialogue Insight, si vous êtes client, là, André, je connais des André. Service à la clientèle, notre équipe. Puis sinon, ben, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous expliquer tout ça. Super, merci beaucoup. Quelques questions que moi, je peux répondre rapidement. Marc-Antoine demande, est-ce que je peux visionner le webinaire sur DMark? Donc, tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez juste à vous rendre sur YouTube puis à taper Dialogue Insight. Vous allez avoir accès à tous les webinaires. Celui-ci va se retrouver là aussi après la journée d'aujourd'hui. Et j'avais une question, parce que lui, c'était sur DMark, mais j'avais une autre question qui était intéressante pour faire du pouce, de Dominique qui demandait, est-ce qu'il serait pertinent de signer nos courriels avec la mention DMark, comme les banques font avec SADQ? Mais ça dépend de ta définition de signer. Si on parle de est-ce que ton courriel doit respecter la politique des marques configurées sur DNS, la réponse c'est absolument, c'est il faut en fait. Si c'est de rajouter une notion dans le pied de page qui dit que vous êtes des marques compatibles, voilà. Plus ou moins parce que les gens vont pas nécessairement changer leur vision de votre marque par rapport à ça. Puis la notion des marques, ce qu'elle va faire, c'est est-ce que le courriel va s'afficher point barre dans la boîte de vos contacts. Fait que si il est affiché, votre DMark est normalement signé à ce niveau-là. Mais comme je dis, on a un super webinaire, puis ça va nous faire plaisir si vous avez des questions sur DMark de manière générale. Là. On sait que c'est un gros sujet. Vraiment. Exact.
Donc, il est rendu midi 1. Je ne sais pas si on continue les questions ou si on prend les questions en note puis on envoie un suivi. C'est sûr qu'on le fait, mais est-ce que vous avez du temps pour d'autres questions? Une autre dernière question? On peut prendre une dernière. Oui, exact. Une dernière. OK, c'est bon. Quelle est l'importance de l'utilisation de BIMI dans les tendances en marketing relationnel? Ah, on l'a pas mis, celle-là, cette année, hein? Non, on n'a pas mis celle-là, c'est ça, exact. Alex, je vais te laisser répondre. Ouais. Officiellement, là, les grandes marques vont mettre BIMI en place. Juste pour ceux qui rapidement ne savent pas ce que c'est, là, c'est la notion de modifier le logo dans la liste de l'ensemble des courriels pour avoir, souvent sur Gmail, c'est une petite bulle là, pour avoir le logo de la marque plutôt que B, par exemple, ou une lettre là, qui met en place. C'est sûr que ce que je disais tantôt, c'est que les gens vont aller chercher la pertinence et vont s'habituer et en fait, ils vont aller chercher ce qu'ils sont habitués d'être pertinent. Donc, pour eux, ça peut être d'un coup d'œil, rapidement, voir que le BIMI est en place, reconnaître votre logo. Ça peut aider à l'ouverture par rapport à ça. Ceci étant dit, ça reste qu'encore BIMI n'est pas supporté par toutes les plateformes. C'est beaucoup en B2C que ça va être utilisé parce que c'est surtout les Gmail de ce monde qui vont le faire. Par exemple, Outlook ne le supporte pas. Donc, en B2B, ça a beaucoup moins de pertinence par rapport à ça. Donc, ça dépend vraiment de qui vous êtes en tant que marque. C'est un outil supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on en parlait il y a 2 ans, la plupart des gens ne respectaient pas les requis d'e-mark par rapport à ça. Donc, maintenant, avec les requis d'e-mark qui deviennent obligatoires, je pense qu'il va en avoir de plus en plus, qu'on va en voir de plus en plus. Je dirais que je n'ai pas quelque chose de pertinent aujourd'hui. Ceci étant dit, dans 1 an, je pense que ça va être une statistique intéressante à sortir pour voir la performance de ça. Si vous avez la capacité, la possibilité, allez-y. Et tu vois, moi, ce que je lisais, là, parce que la question, pendant que j'avais la question, je regardais par rapport à. Parce que nous, je ne suis pas sûre qu'on a beaucoup de clients qui l'ont implémenté. S'il y en a qui l'ont implémenté, Il y en a, ici, mais c'est peu. que j'ai en 2023, il disait que 14 000 entreprises dans le monde, 14 000 noms de domaines l'avaient mis en place dans le monde en juin 2023. Donc, c'est pas énorme. encore pas très fréquent, pas très fait. Et dès qu'on arrive pour dire, faut qu'on ajoute quelque chose dans les DNS, déjà la configuration des emails, c'est compliqué. C'est les équipes infrastructure, les équipes TI. Souvent, c'est peut-être aussi un des freins dans l'implémentation du BIMI actuellement qu'on voit. Oui, exactement. Mais il y a peut-être une possibilité d'avoir un avantage concurrentiel là, actuellement, parce qu'effectivement, avec la montée des marques, les gens jouent déjà là-dedans. Il va y avoir peut-être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Écoute, j'y avais pas pensé, mais c'est une bonne question. Exact. Bien, je pense que ça fait le tour pour le webinaire sur les tendances 2024 en marketing relationnel. Pour ceux qui sont encore là, ben merci beaucoup pour votre temps. Puis on est très content que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais laisser mes collègues avec le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est le marketing relationnel est là plus que jamais. Donc, je pense que c'est important de s'assurer. Et l'automatisation, c'est à la portée de tous. Il faut juste avoir les bons projets, les bonnes données, la bonne façon. Mais plus vous faites des communications personnalisées, percutantes, qui ont de l'impact, comme on dit, nous, on sait ce qu'on veut pour nos clients. On veut qu'ils créent des communications qui ont de l'impact, qui vont leur rapporter des résultats, tout en leur coûtant pas trop cher en calculant leur retour sur investissement. Ça serait mon mot de la fin pour moi. J'ai de la misère à ajouter quoi que ce soit là-dessus. Ce n'est que je pense qu'on se doit tous se donner le défi de faire un pas de plus cette année par rapport à où vous êtes. Comme je dis, chaque marque est différente, a un niveau différent, mais il faut se donner le défi d'aller juste un petit peu plus loin pour être capable d'atteindre ce qu'on désire, autant en termes d'automatisation, de personnalisation, etc. Il ne faut pas attendre que l'intelligence artificielle règle tous nos problèmes, parce que ça n'arrivera pas. Yes. Merci à tous de votre participation. Merci beaucoup. Merci tout le monde.